Nous sommes ravis que vous nous aidiez à lancer notre thème intellectuel, l'humain et la machine, qui traite du leadership sur le champ de bataille. Comment voyez-vous la transformation de la guerre dans le futur? Je pense que l'effet le plus important viendra de l'IA et des drones. En fait, la guerre actuelle en Ukraine est déjà largement une guerre de drones. C'est une sorte de compétition entre la Russie et la Chine pour voir qui peut déployer le plus grand nombre de drones. Si une guerre entre grandes puissances éclate, ce sera essentiellement une guerre de drones et d'intelligence artificielle. Je m'inquiète du risque existentiel lié à l'IA, car si vous utilisez l'IA et les drones, ne risque-t-on pas de s'engager sur une voie qui mène à Terminator? Il faudrait éviter cela, ce serait préférable. Il faut minimiser le risque, Terminator. Mais en réalité, quand vous fabriquez des drones militaires, vous créez des Terminators. Je pense qu'on sera en quelque sorte forcé de donner aux drones une IA localisée, car une IA distante ne peut pas contrôler aussi bien qu'une IA localisée. Qu'entendez-vous par IA localisée? Cela signifie une machine à tuer complètement autonome. Vous lui donnez le feu vert dans une zone particulière et elle agit seule. Pensez-vous que nos adversaires auront les mêmes préoccupations ou limitations? Cela dépend du niveau de risque existentiel dans ces guerres. Si c'est une guerre régionale, je pense que ce sera plus modéré. Si cela va au-delà d'une guerre régionale, alors toutes les limites disparaissent. Vous commencez alors à déployer des choses que vous ne voudriez vraiment pas déployer. Espérons que cela n'arrive pas. Si l'on regarde les conflits contemporains, vous conviendrez que les machines ne font pas que perturber la guerre. Elles sont désormais omniprésentes. Les drones seront massivement prépondérants dans tout conflit entre puissances disposant d'une technologie significative. Ma conviction personnelle est qu'il sera probablement trop dangereux d'avoir des humains en première ligne. Ce seront les drones qui seront en première ligne. C'est trop dangereux. En raison de la létalité, c'est trop dangereux d'avoir des humains en première ligne. Prenez les fusils de précision contrôlés par ordinateur, ils ne ratent jamais leur cible. Vous combattez une machine qui vise avec une précision micrométrique et ne se fatigue jamais. Comment pensez-vous que les États-Unis devraient utiliser la technologie pour renforcer notre défense nationale? Je pense que nous devons investir dans les drones. Les États-Unis sont forts en termes de technologie, mais le taux de production est faible. C'est un petit nombre d'unités relativement parlant. C'est essentiellement un problème de taux de production. Si vous prenez un conflit de drones, son issue dépendra du nombre de drones que chaque camp possède dans cette escarmouche particulière, multiplié par le ratio de destruction. Si vous avez un ratio de destruction de 2 contre 1, mais que l'autre camp a 4 fois plus de drones, vous allez quand même perdre. Pensez-vous que notre base industrielle peut augmenter sa production pour atteindre le volume de drones dont vous parlez? Je pense que ce sera le plus grand défi. Elle peut augmenter sa production, mais ce n'est pas le cas actuellement. Pourquoi? Je pense que c'est lié aux achats. Je lis beaucoup d'histoire militaire. En fait, j'utilise des livres audio sur l'histoire militaire pour m'endormir. Je trouve le sujet très intéressant. L'une des choses qui tend à se produire est que les pays sont généralement équipés pour combattre la dernière guerre, pas la prochaine. Et c'est difficile de changer. Regardez les uniformes au début de la Première Guerre mondiale. Les tactiques et les stratégies qu'ils utilisaient n'étaient pas significativement différentes de l'ère napoléonienne. Les Français marchaient à la guerre avec des uniformes aux couleurs vives. Ça avait fière allure. Ce n'est pas ce que vous voulez. Quand quelqu'un essaie de vous viser avec une arme,
Vous ne voulez pas un bel uniforme. Vous voulez un uniforme qui se fond dans l'environnement. Il y a donc une tendance à s'équiper pour combattre la dernière guerre des États-Unis. La guerre froide, je suppose. Il faut généralement un choc pour s'adapter. Je recommanderais de s'adapter maintenant. On voit déjà des startups comme Androl et quelques autres qui ont une approche différente. Tout se résume à: pouvez-vous fabriquer beaucoup de drones et quel est leur ratio de destruction? Il y a eu récemment un rapport indiquant que le président Zelensky avait annoncé qu'en février 2025, les Ukrainiens produiraient 1 million de drones. Cela semble faisable, et c'est une question de processus dont nous parlerons dans un instant. Mais comme vous disiez qu'on ne peut plus avoir d'humains en première ligne, vous n'avez pas encore créé d'entreprise qui résout le problème du vieillissement, n'est-ce pas? Non. Je me demande si nous devrions résoudre le problème du vieillissement. C'est un excellent point. J'aimerais que ça s'arrête parfois. Oui. Combien de temps voulez-vous que Kim Jong-un vive? C'est un excellent point. Mais projetons-nous dans 50 à 100 ans. Comment voyez-vous cette évolution? Et je pense que cela pourrait concerner Neuralink. Comment voyez-vous cette évolution entre l'humain qui ne peut peut-être plus être en première ligne et la technologie qui y est? Comment les garder au centre, intégrés et synchronisés? Comment cela va-t-il fonctionner selon vous? Les communications sont essentielles. Il est très important d'avoir des communications spatiales qui ne peuvent pas être interceptées. C'est ce que propose Starlink. Starlink est l'épine dorsale du système de communication militaire ukrainien, car les Russes ne peuvent pas le bloquer. C'est pratiquement la seule chose qu'ils ne peuvent pas bloquer. Sur les lignes de front, toutes les connexions par fibre sont coupées, les tours de téléphonie mobile sont détruites et les liaisons satellites géostationnaires sont brouillées. Starlink est le seul système qui fonctionne. Et le GPS est également brouillé. Le signal GPS est très faible. Mais Starlink peut aussi fournir des capacités de localisation. C'est donc un avantage stratégique très significatif. Et quand vous essayez de communiquer avec les drones, ils ont besoin de savoir où ils sont et de recevoir des instructions. Sans communication ni positionnement, les drones ne fonctionnent pas. C'est absolument essentiel. Trouvez-vous important qu'il y ait toujours cette communication entre l'humain et la machine ou le drone? Oui, absolument. Il y a une question de l'état actuel des choses par rapport à ce qu'elles seront dans 10 ans. Je dois dire que je regarde l'avenir avec une certaine appréhension. Je dois parfois suspendre volontairement mon incrédulité pour pouvoir dormir. Car je pense que nous nous dirigeons vers un futur assez fou, et je suis naturellement une personne optimiste. Mais l'intelligence artificielle va devenir tellement performante, y compris l'intelligence artificielle localisée. Au rythme actuel, vous aurez une IA de niveau humain qui pourra fonctionner sur un drone. Vous pourriez littéralement dire: voici l'équipement que le drone doit détruire. Il reconnaîtra l'équipement à détruire et s'en chargera. Une grande partie de votre travail chez Neuralink est liée au fait que l'IA va rapidement dépasser, selon vous, la capacité humaine à la contrôler. J'aimerais pouvoir dire non, mais la réponse est oui. D'abord, dans combien de temps pensez-vous que cela arrivera? Que l'IA aura évolué au point où les IA peuvent commencer à travailler ensemble, même en s'appuyant sur des ordinateurs de manière décentralisée, dépassant ainsi la capacité humaine à influencer leur fonctionnement. Je pense que les humains pourront influencer son fonctionnement pendant longtemps encore. C'est un sujet ésotérique qui mène à des spéculations assez folles. Je pense que, dans une certaine mesure, les IA voudront les humains comme source de volonté. Si vous pensez au fonctionnement de l'esprit humain, il y a le système limbique et le cortex, vos instincts de base et la partie pensante et planificatrice de votre cerveau. Mais vous avez déjà une troisième couche qui est toute l'électronique que vous utilisez, vos téléphones, ordinateurs, applications. Vous avez donc déjà 3 niveaux d'intelligence. Mais tous ces éléments, le cortex et l'intelligence machine, votre troisième couche cybernétique, essaient de rendre le système limbique heureux, car c'est lui la source de la volonté. Il se pourrait donc que les IA veuillent simplement rendre les humains heureux.
Une partie de ce que Neuralink essaie de faire est d'améliorer la bande passante de communication entre le cortex et la couche tertiaire numérique, car notre bande passante de sortie est inférieure à 1 par seconde par jour. Il y a 86 400 secondes dans une journée et vous ne produisez pas 86 400 tokens. Regardez le nombre de mots que je peux dire dans ce forum, d'un point de vue théorie de l'information. Quelle quantité d'informations puis-je transmettre? Pas beaucoup, car je ne peux dire qu'un petit nombre de mots. Pour transmettre une idée, je dois prendre un concept dans ma tête, le comprimer en un petit nombre de mots, et essayer d'anticiper comment vous allez décompresser ces mots en concepts dans votre propre esprit. C'est ça, la communication. Votre cerveau fait beaucoup de compression, décompression, et a une très faible bande passante de sortie. Neuralink peut augmenter cette bande passante de plusieurs ordres de grandeur. Vous n'aurez plus besoin de passer autant de temps à comprimer les concepts en mots. Vous pourrez faire de la télépathie conceptuelle. C'est l'idée derrière Neuralink. C'est destiné à être une atténuation du risque existentiel de l'IA. Vous parlez d'alignement. Pouvez-vous expliquer ce que vous entendez par alignement pour que tout le monde comprenne? Est-ce que l'intelligence artificielle va faire des choses qui améliorent la civilisation, rendent les gens heureux, ou sera-t-elle contraire à l'humanité? Va-t-elle favoriser l'humanité ou s'y opposer? Évidemment, nous voulons une IA qui favorise l'humanité. En développant une IA pour favoriser l'humanité, j'ai beaucoup réfléchi à la sécurité de l'IA. J'ai probablement eu 1 millier d'heures de discussion à ce sujet. Ma conclusion finale est que la meilleure approche pour la sécurité de l'IA est d'avoir une IA qui recherche maximalement la vérité et qui soit aussi curieuse. Si vous avez ces deux caractéristiques, je pense qu'elle favorisera naturellement l'humanité, parce que les gens veulent voir comment l'humanité se développe. L'humanité, c'est plus intéressante que la non-humanité. Vous savez, j'aime Mars, je suis un grand fan de Mars, évidemment. Je pense que nous devrions devenir une civilisation multiplanétaire. C'est très important. Mais l'objectif de SpaceX est de rendre la vie multiplanétaire. C'est la raison pour laquelle j'ai créé l'entreprise et que nous développons Starship au sud du Texas. Cette fusée est beaucoup trop grande pour les satellites uniquement. Elle est destinée à établir la vie sur Mars, pas seulement à y envoyer brièvement des astronautes, mais à construire une ville sur Mars qui soit finalement autosuffisante. Mais pour revenir à l'IA, si vous avez une IA qui cherche la vérité et qui est maximalement curieuse, mon réseau neuronal biologique me dit que ce sera le résultat le plus sûr. Parce que bien que j'aime Mars, Mars n'est pas aussi intéressante que la Terre, car il n'y a pas de civilisation humaine là-bas. Ou, pour le dire autrement, si vous voulez représenter Mars, c'est assez facile. C'est essentiellement des roches rouges, ça ressemble un peu à certaines parties de l'Arizona. Il n'y a pas beaucoup de gens. C'est facile à représenter, mais représenter la civilisation humaine est beaucoup plus difficile, beaucoup plus complexe, beaucoup plus intéressant. Je pense donc qu'une IA curieuse et en quête de vérité favoriserait l'humanité et voudrait voir où elle va. Cela nécessite la confiance entre l'humain et la machine. Les leaders de l'armée ne sont pas étrangers à l'implémentation de nouvelles technologies. Pensez à comment le GPS a transformé la navigation. Il serait impensable de ne pas utiliser le GPS aujourd'hui, mais quand j'étais lieutenant, personne ne l'utilisait. Récemment, je regardais ce documentaire incroyablement important et réaliste appelé Top Gun Maverick. Je veux dire, si on ne réfléchit pas trop à l'intrigue, mais c'est un excellent film. J'ai appris que Tom Cruise n'est en fait pas un acteur, c'est apparemment un pilote. Il m'a appris quelque chose de vraiment important. Il dit que c'est le pilote qui compte, pas l'avion. Et ça, c'est juste avant qu'il ne batte un chasseur de 5e génération avec un F-14 construit en 1970. Tom Cruise pourrait le faire. C'est une vision un peu cynique du besoin de technologie. C'est comme si la technologie était superflue, que les humains peuvent le faire. Mais nous savons que ce n'est pas vrai. Je ne remets pas souvent en question Tom Cruise.
Je ne le remets jamais en question. Non, je plaisante. Mais la question est, comment faire en sorte que les humains puissent moins faire confiance aux machines? Car il y a beaucoup d'histoires. Par exemple, nous avons récemment eu une conversation où des pilotes d'Apache se sont vus donner une nouvelle technologie et ils ont dit qu'ils ne l'utiliseraient pas, car ils ne lui faisaient pas vraiment confiance. Alors comment, quand une nouvelle technologie est mise en place, pouvons-nous lui faire confiance, surtout si elle doit faire la différence pour gagner? Comment faire alors? Comment construire la confiance entre l'humain et la machine? Je pense que nous ne devrions pas automatiquement faire confiance à ces choses. Il faut faire beaucoup de tests, voir comment ça fonctionne réellement dans un conflit à petite échelle, puis augmenter l'échelle si c'est efficace. Je dois dire que je ne suis pas sûr. Par exemple, heureusement, ce n'est pas une réunion de l'armée de l'air, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'avenir pour les pilotes de chasse. Parce que si vous avez un essaim de drone qui vous arrive dessus, quelle est la capacité de survie du pilote dans l'avion de chasse? Soyons honnêtes. Si vous comparez un drone à un avion de chasse, à quel point est-il facile de fabriquer un drone? C'est au moins 10, peut-être 100 fois plus facile de faire le drone. Et vous pouvez vous permettre de sacrifier les drones, alors que les pilotes, vous ne voulez pas les sacrifier. Mon intuition est qu'en fait, l'ère des avions de combat pilotés par des humains touche à sa fin. Si c'est le cas, il y a une question qui est souvent débattue dans les discussions juridiques et éthiques concernant les robots tueurs. Devrions-nous être prêts à nous appuyer autant sur la technologie au point de remplacer le pilote humain par la technologie? Et où cela nous mène-t-il? Quelles sont vos réflexions sur le remplacement des humains par la technologie sur le champ de bataille? Ce que je dis, c'est qu'en première ligne, il n'y aura que des drones, et tout humain pris dans les tirs croisés sera tué. C'est donc sans importance. C'est simplement ainsi que les opérations militaires se dérouleront. Si vous choisissez d'être là, vous êtes en désavantage significatif. Pensez simplement que vous avez des drones qui scannent constamment en infrarouge et dans le visible. S'il y en a des milliers ou des dizaines de milliers, vous avez parlé d'1 million que l'Ukraine va fabriquer, c'est bien. Vous avez 1 million de drones qui arrivent sur vous. Voulez-vous être là avec un fusil d'assaut pour essayer d'abattre des drones? Ce ne sera pas une bonne situation. Je pense qu'il y a une possibilité si vous passez complètement en analogique. Si vous pouvez faire une sorte d'explosion électromagnétique, cela pourrait neutraliser tous les appareils électroniques, mais alors vos propres équipements électroniques seront également neutralisés. Donc vous devrez être soit totalement analogique, soit totalement numérique. Je pense qu'il y aurait en fait un rôle pour un avion de chasse s'il était totalement analogique avec des commandes mécaniques. Car alors vous pourriez faire une explosion électromagnétique, neutraliser les drones. Ça pourrait être un autre film de Tom Cruise, peut-être. Un avion totalement analogique et tous les drones tombent du ciel à cause d'une bombe électromagnétique. Comment répondez-vous à ceux dans l'industrie qui diraient qu'ils ne veulent pas contribuer au développement de technologies pouvant être utilisées par le ministère de la Défense? Nous devons construire la confiance avec la base industrielle et la société. Comment faire? Je suis très pro-militaire, pour être clair. Votre public va aimer ça. Je pense qu'en cas de conflit significatif, la base industrielle américaine passera rapidement, volontairement, à une production militaire active. C'est ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce assez rapide? Je ne sais pas, mais c'est probablement ce qui se passera. Mais oui, l'intelligence artificielle et les drones, c'est l'avenir de la guerre. Que pensez-vous du domaine spatial? L'espace est l'ultime position dominante. L'espace est immense, vraiment immense. Si vous voyez la Terre à l'échelle par rapport au Soleil, c'est waouh! Nous ne sommes qu'une minuscule poussière flottant dans l'espace. C'est la Terre.
Mais l'espace devient de plus en plus militarisé. Comment voyez-vous cela, particulièrement en ce qui concerne la guerre terrestre? Quelles sont vos réflexions sur le domaine spatial? Et que devrions-nous faire pour commencer à obtenir ces avantages nécessaires? J'ai mentionné que les communications spatiales sont critiques. Si vous ne pouvez pas communiquer, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne pouvez pas recevoir d'ordre. Vous ne pouvez pas rapporter d'informations. Et que ce soit un humain ou un drone, ils ont besoin de communication. Vous devez donc avoir des communications, toute communication terrestre. Les câbles en fibre optique et les tours de téléphonie mobile seront détruits. Donc, fondamentalement, tout ce qu'il vous reste, ce sont des radios analogiques. Et pour toute communication de données, c'est basé sur l'espace. Bien que le GPS ait été efficace pendant longtemps, le brouillage GPS est maintenant assez facile, car le signal GPS est faible, donc il est facile de le brouiller. Avoir une sorte de système de nouvelle génération qui peut fournir un positionnement sera donc très important. L'espace peut aussi probablement offrir les armes ultimes, où vous avez des boulets de canon en tungstène depuis l'orbite. Qu'en est-il des armes offensives dans l'espace? En voyez-vous? C'est ce que je veux dire par les barres de Dieu. On en parlait déjà dans le programme Star Wars dans les années 80, mais c'est certainement quelque chose qui peut être fait. Avoir des armes cinétiques depuis l'espace ou des lasers spatiaux. Le système Starlink a techniquement des lasers, mais ce sont des lasers de faible puissance pour l'instant. Laissez-moi revenir à cette question de processus. J'aime aussi l'histoire militaire. J'aime toutes les disciplines à West Point d'ailleurs. Je les aime toutes. En 149 avant JC, pendant la troisième guerre punique, les légions romaines sont devant Carthage et en font le siège. Mais ça ne se passe pas très bien. Les proconsuls en charge sont passifs, réticents au risque. Et il y a un jeune homme de la célèbre lignée des Scipions, c'est Scipion Émilien, le petit-fils adoptif de Scipion l'Africain. Et Scipion est le seul qui fait quelque chose. Alors Caton l'Ancien, assis au Sénat, dit « Lui seul pense encore, les autres ne font que flotter dans l'ombre. » Il voulait Scipion aux commandes. Le problème était que Scipion était trop jeune. Il fallait avoir 42 ans pour être proconsul. Et Caton disait « Je m'en fiche, c'est l'homme qu'il nous faut. » Et bien sûr, nous savons comment s'est terminée la troisième guerre punique, car nous connaissons Rome et non Carthage. Ce que Caton voulait dire, c'est qu'il faut des leaders innovants, créatifs et entreprenants. C'est ce qui est nécessaire. Les processus ne valent que par ceux qui les dirigent. Alors quelles sont les qualités que vous recherchez chez ceux qui dirigent vos différentes entreprises? Je suis très axé sur la technologie. Pour moi, si quelqu'un doit diriger quelque chose en technologie, il doit lui-même être bon en technologie. S'ils vont diriger quelque chose qui implique de l'ingénierie complexe, ils doivent eux-mêmes être bons en ingénierie. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'être le meilleur ingénieur de l'équipe, mais ils doivent être très compétents dans leur domaine. C'est extrêmement important pour moi. Ce serait comme un capitaine de cavalerie qui ne sait pas monter à cheval. Problème, grand leader à tout point de vue, sauf qu'il ne sait pas monter à cheval. Et puis vous devez charger au combat, et le capitaine de cavalerie tombe du cheval. Ce n'est pas inspirant. Un capitaine de cavalerie doit savoir monter à cheval. Il n'a pas besoin d'être le meilleur cavalier, mais il doit être compétent à cet égard. Sinon, il ne peut pas évaluer le talent de l'équipe, et ils ne comprennent pas la technologie qui est développée. Cela peut sembler simple, mais c'est souvent négligé. Je ne veux pas critiquer le PDG de Boeing, mais il a un diplôme en comptabilité ou quelque chose comme ça. Je pense que vous voulez avoir quelqu'un qui sait comment fonctionnent les avions pour diriger une entreprise d'aviation. Je suppose que je dois rayer de ma liste le poste de président-directeur général de Boeing. Mais je veux dire, si vous dirigez une entreprise d'aviation, vous devriez savoir comment fonctionnent les avions, comment ils volent et comment les concevoir.
Je pense que c'est très important. Mais comment créez-vous une intuition innovante chez ceux qui travaillent pour vous? Vous êtes connu pour essayer d'obtenir des gains d'efficacité, créer de meilleurs processus, pousser pour gagner non seulement en efficacité, mais en efficience. Est-ce possible? Peut-on développer cette intuition innovante chez une personne? Je pense que c'est possible d'apprendre à être innovant. Pour toute chose, il faut se demander, avez-vous essayé? Cela peut sembler évident, mais avez-vous vraiment essayé? Quelqu'un pourrait se demander, puis-je être innovant? Eh bien, avez-vous essayé? Essayez de penser à des idées intéressantes. Je trouve qu'une bonne source d'innovation est de lire sur beaucoup de domaines différents. Vous pouvez alors faire des connexions d'idées d'un domaine à l'autre. Prenez SpaceX et Tesla. L'industrie automobile est très bonne en fabrication. En termes de fabrication de machines complexes en volume, l'industrie automobile est la meilleure. L'industrie spatiale est très bonne en matériaux avancés et en fabrication de choses très légères. Alors prendre les matériaux avancés et les concepts d'optimisation de masse de l'industrie spatiale et les appliquer à l'automobile, et prendre les techniques de production de masse de l'automobile et les appliquer à l'espace, c'était comme un super pouvoir. Mais quand vous parlez d'innovation et que vous dites que les gens peuvent essayer, cela signifie que vous devez être prêt à les laisser échouer. Où tracez-vous la ligne entre l'imprudence et l'excès de prudence? Si vous n'échouez pas au moins de temps en temps, vous n'essayez pas assez fort. Vous devez échouer parfois. C'est plus comme une moyenne au baseball. Quelqu'un devrait avoir une bonne moyenne, mais personne ne frappe 1000. Mais si quelqu'un frappe 0 tout le temps, il faut le remplacer. J'ai un algorithme simple basé sur les principes fondamentaux qui, je pense, pourrait être très utile. Et je me le répète comme un mantra, car j'ai fait cette erreur tant de fois. Le premier élément est, pour toute chose, rendez les exigences moins stupides. Peu importe qui vous a donné ces exigences, même si c'est la personne la plus intelligente au monde, elles sont quand même stupides. C'est là où les achats militaires se trompent dès le départ, avec des exigences excessives. Vous obtenez un document géant d'exigences qui devrait en fait tenir sur une page. Donc première étape, simplifiez et rendez les exigences moins stupides. Parce que si vous ne faites pas ça en premier, vous pouvez obtenir la bonne réponse, mais à la mauvaise question. Si la question est mauvaise, peu importe. L'étape 2 est de supprimer la partie ou l'étape du processus. Et si vous ne remettez pas 10% de ce que vous avez supprimé, vous n'avez pas assez supprimé. C'est peut-être très évident, mais c'est très efficace. L'idée est que si certaines de vos idées n'échouent pas, vous n'essayez pas assez fort. Et ce n'est qu'à la troisième étape qu'on optimise la chose. Une des erreurs que je vois souvent faire par les gens intelligents, surtout les ingénieurs intelligents, c'est d'optimiser quelque chose qui ne devrait pas exister. Ça semble évident, non? C'est comme essayer de faire le meilleur biplan en tissu du monde. En fait, non. Nous devrions avoir des avions à réaction à la place. Et l'étape 4 est d'aller plus vite. Encore une fois, ça semble vraiment évident, mais les gens n'essaient tout simplement pas d'aller plus vite. La première étape serait d'automatiser quelque chose, mais seulement après avoir fait ces 4 autres choses. La raison pour laquelle j'ai ce mantra, c'est que j'ai personnellement plusieurs fois automatisé quelque chose, accéléré, optimisé, puis supprimé. Et je me dis, attends, j'en ai marre de reculer. Si vous utilisez cet algorithme simple dans de nombreux domaines de la vie, vous serez choqué de voir à quel point il est efficace. Étonnamment, nous sommes déjà à court de temps.
Alors laissez-moi vous demander ceci. Si vous pouviez choisir une seule qualité essentielle pour que nos futurs officiers réussissent, quelle serait-elle? La curiosité. Tant que vous n'êtes pas un chat, mais la curiosité. Essayez de lire autant que possible, d'apprendre autant que possible dans de nombreux domaines différents et appliquer la pensée critique à tout ce qu'on vous dit. Merci. Au nom du lieutenant-général Gillen et de toute l'Académie, nous sommes vraiment reconnaissants que vous soyez ici. Nous sommes vraiment reconnaissants que vous ayez pris le temps de nous aider à célébrer l'excellence du corps enseignant et des cadets, et de partager votre sagesse avec nous, car nous réfléchissons vraiment à ce que nous devons faire pour réussir, car nous avons une mission assez importante, une mission où l'échec n'est pas une option, qui est de combattre et de gagner, et nous sommes concentrés là-dessus. Eh bien, à mon avis, et probablement celui de beaucoup de gens, l'Amérique est comme Atlas qui soutient le monde libre, et vous êtes les bras d'Atlas. And you are the arms of Atlas. Thank you, Mr. Musk.